Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous ramène au passé, plus spécifiquement à la guerre froide. Dans cette émission, je vais tenter de vous expliquer tous les événements qui ont mené à la chute de l'URSS. La guerre froide a commencé grâce à une rupture entre l'alliance des Soviétiques et des Américains et a duré environ 44 ans. Pour vous donner un peu de contexte, c'était durant la Deuxième Guerre mondiale que les Soviétiques et les Américains, ainsi que leurs alliés, se battaient contre les Allemands nazis. C'était après que la guerre avait terminé que les vrais problèmes ont commencé. Les têtes des deux superpuissances ont décidé de se partager le monde. Malheureusement, ils avaient des différentes vues sur la vie. Le président américain Harry Truman voulait que le monde soit capitaliste, tandis que le dictateur soviétique Joseph Staline voulait que le monde soit communiste. Comme l'Europe était pleine de bâtiments démolis et de cadavres, Truman a annoncé sa doctrine qui avait pour but de minimiser l'expansion des pays soviétiques en Europe en février 1947. Cette doctrine propose de l'aide financière aux pays d'Europe qui voulaient rester libres. C'est le plan Marshall. L'objectif de sa doctrine était d'aider l'Europe à se rétablir économiquement pour empêcher la propagation de l'influence communiste. Staline a refusé le plan Marshall pour l'Union soviétique. Pour intégrer le communisme dans d'autres pays, les communistes ont dû prendre contrôle des terres en montrant le pouvoir de leur armée, comme leur système était contre la démocratie. C'est ces désaccords qui ont causé une rupture entre leur alliance et qui a séparé toute l'Europe en commençant une longue guerre qu'on connaît comme la guerre froide. Menacé par la possibilité d'une invasion capitaliste, Staline a décidé de faire une zone de protection de l'Europe de l'Est pour protéger l'URSS. Éventuellement, l'Allemagne s'est divisée en deux États, l'Allemagne de l'Ouest, qui était menée par les capitalistes, et l'Allemagne de l'Est, qui était contrôlée par les communistes. Durant la guerre froide, les armes nucléaires n'étaient pas utilisées pour faire mal au peuple, qui étaient respectivement capitalistes ou communistes, mais étaient utilisées comme des tests sur des îles. Ce sont ces tests qui apeuraient les gens quand ils voyaient l'impact de ces armes. Pour préciser, les armes nucléaires étaient utilisées comme des objets pour avoir droit de se vanter. Toutes ces complications étaient juste pour montrer le pouvoir d'un mouvement respectif. La guerre froide était comme un jeu d'échecs. Chaque groupe attendait le tour de l'autre pour faire un mouvement de leur propre. Par contre, il y a eu un incident en octobre 1962 à Cuba. Elle était due à l'installation des fusées capables de transporter des missiles nucléaires aux États-Unis. Cette installation était faite par les Soviétiques à un endroit sur l'île de Cuba situé à environ 150 km d'un territoire américain adversaire. C'est la crise de missiles à Cuba. La réponse forte du président américain Kennedy à la menace soviétique les a forcés à retirer leur base de fusées de Cuba. Comme retour de leur accord, Kennedy les a rassurés que les Américains vont arrêter d'essayer d'envahir Cuba comme ils ont fait dans le passé. C'est cette crise qui était le point culminant de la guerre froide. Elle a presque amené les deux superpuissances au bord d'une guerre nucléaire. Heureusement, cette catastrophe a été évitée et les deux pays ont amélioré leurs relations diplomatiques peu à peu. Ils ont réalisé qu'ils avaient besoin de se calmer. C'est la période historique de la détente qui s'est commencée en 1963. Comme dit avant la pause, la période historique de la détente a commencé en 1963 après la crise des missiles à Cuba. La période de la détente était faite pour détendre l'atmosphère entre les deux superpuissances. Un des premiers mouvements significatifs de la détente était la mise en place du téléphone rouge, une ligne directe entre la Maison-Blanche au Kremlin, pour permettre les dirigeants des deux pays de se parler instantanément en cas d'urgence ou de soupçon d'attaque. Un autre effet positif de la détente était l'amélioration des relations diplomatiques entre les deux superpuissances. Des échanges culturels et économiques se sont faits beaucoup plus que d'habitude et plusieurs traités ont été signés. Cette période de la guerre froide était pour laisser chaque pays se rétablir et se développer individuellement. De plus, les êtres humains n'avaient pas besoin de s'inquiéter pour leur vie et d'être apeurés des armes nucléaires grâce à la signature de plusieurs traités comme les accords de Moscou signés entre les deux pays qui ont interdit les essais atomiques sous-marins et atmosphériques. Celui de 1968 qui a servi pour la
prolifération des armes nucléaires et SALT I en 1972 pour limiter les armements défensifs et la production des armes stratégiques. Aussi, un grand avantage de la détente était la reconnaissance des droits des humains par les deux blocs politiques. Ceci a déclaré que n'importe quel individu peut se déplacer librement et visiter d'autres endroits sur la Terre. Durant et peu après la détente, il y a eu la course à l'espace qui a commencé le 4 octobre 1957. Pour brièvement expliquer la course à l'espace, c'était un genre de compétition entre les États-Unis et l'URSS. Chaque pays voulait montrer que son programme spatial était celui supérieur. Les Soviétiques ont réussi à découvrir plusieurs choses et étaient majoritairement en avance aux Américains, mais les Américains ont eu beaucoup plus de succès et de réussite avec leur mission. La course à l'espace a terminé en 1976 avec la mission Apollo-Soyouz, où les astronautes américains et soviétiques se sont rencontrés dans l'espace et ont serré la main. Peu après la période historique de la détente, la guerre fraîche a commencé. La guerre fraîche est une expression créée par les Soviétiques pour décrire les multiplications des tensions entre les rapports du bloc Est et Ouest et des crises politico-militaires dans le monde, spécialement dans les pays du tiers-monde. Au lieu que la relation entre les deux superpuissances mondiales s'améliore, elle s'empire. Il y a eu des accords non ratifiés, comme la non-ratification du traité SALT II par les Américains après l'invasion des Soviétiques en Afghanistan. Il y a eu le relancement de la course aux armements et plusieurs autres conflits. La communication entre les deux superpuissances a beaucoup diminué. Ils ont retourné à la fabrication et le placement stratégique des armes nucléaires. Cette période de la guerre froide a duré de 1975 à 1985. La guerre fraîche a commencé pour plusieurs raisons qui ont rapport aux politiques et aux forces militaires, comme dit avant. Quelques exemples de ce qui a déclenché la guerre fraîche et ce qui s'est passé durant le fait sont les suivants. Il y avait le repli américain après leur perte embarrassante au Vietnam. Les Américains, trop affaiblis par des problèmes internes, par exemple l'affaire du Watergate, ont sorti toutes leurs troupes du Vietnam. L'URSS était déçue par les répercussions du dialogue avec les Américains. Ils n'avaient plus une superpuissance mondiale devant eux, mais un espace vide qui attendait à être mis à profit. Ils ont donc étendu leur influence dans les pays du tiers-monde. Les Soviétiques ont intervenu directement ou indirectement en Éthiopie en 1974, au Mozambique en 1975, en Angola avec le Cuba en 1975, au Cambodge et au Laos en 1976, au Salvador, au Guatemala et finalement au Nicaragua en 1979. Il y avait aussi la deuxième possibilité d'une crise de missiles, quand les Soviétiques ont stratégiquement placé des missiles au bloc Est, visé à l'Ouest, en 1981. En entendant ces nouvelles, les Américains ont fait la même chose, mais vers l'Est, en 1983. Le contrôle de la Pologne, prise par l'URSS en 1981, a aussi fâché les Américains. L'arrivée de Ronald Reagan à la Maison-Blanche a augmenté le budget militaire américain de 220 milliards de dollars pour moderniser l'armement stratégique des États-Unis, et ça a menacé les Soviétiques. Il y avait aussi l'introduction d'un programme de construction de satellites défensifs antimissiles par les Américains et plusieurs autres. Le 25 décembre 1979, l'URSS a envahi l'Afghanistan. Les Soviétiques ont tout de suite pris contrôle de la ville Kaboul et plusieurs autres endroits importants. Les Russes ont exécuté le président Hafizallah Amin et l'ont remplacé avec Babrak Karmal. Les Afghans étaient contre cette idée et un groupe de rebelles s'est commencé pour exprimer leur désaccord. Durant les prochaines années, des millions de réfugiés de guerre ont fui au Pakistan et quelques autres millions ont fui en Iran. Plusieurs ont aussi déménagé vers la ville de Kaboul. Les Américains ne voulaient pas que les Soviétiques prennent contrôle de la région, car leur idéologie était qu'il y avait déjà assez de pays communistes. De plus, les frontières du pays étaient proches de l'océan, alors l'URSS était très proche à contrôler ce qui entrait et ce qui sortait. C'est pour cela qu'il y a eu une guérilla antigouvernementale aux alentours de Peshawar, en Pakistan et en Iran. Elle était soutenue avec des armes des États-Unis et quelques autres pays capitalistes.
Vers les mi-années 80, les États-Unis dépensaient des centaines de millions de dollars à chaque année pour cette guerre. Ils ont fourni des armes et des missiles Stinger capables de descendre des hélicoptères soviétiques aux rebelles pour continuer la bataille. Cette guerre civile était une de plusieurs où les Soviétiques et les Américains se sont battus indirectement. En 1988, l'Afghanistan, le Pakistan, les États-Unis et l'URSS ont signé des accords mettant fin à l'intervention étrangère en Afghanistan. La retraite russe était complète en février 1989, quelque chose qu'on va voir plus tard avec Mikhail Gorbatchev. Un événement similaire s'est passé en Angola. Le pays sud-africain est divisé en deux parties, le gouvernement de gauche mené par les Soviétiques et l'UNITA, un mouvement de guérilla pro-occidental soutenu par les États-Unis. Il y a eu des rebelles en Angola contre le mouvement communiste dans le pays, alors les Soviétiques se sont infiltrés indirectement en envoyant l'armée cubaine pour régler le problème. Les États-Unis étaient très frustrés avec la superpuissance mondiale, encore une fois, car pour la deuxième fois, elle a pris contrôle d'un pays où ce n'était pas de leurs affaires. Comme la course de missiles a commencé durant la guerre fraîche, tout le travail qui était mis durant les discussions pendant les détentes était jeté à la poubelle. Durant les années 1980, l'URSS était un grand bordel. Ils avaient un bon programme spatial et une grande quantité d'armes nucléaires, mais n'avaient pas les ressources technologiques ou scientifiques. Ils n'avaient pas assez d'argent pour nourrir leur peuple. L'attente pour acheter du fromage, du pain ou même une paire de souliers était ridicule. De plus, plusieurs grandes forces communistes, dont l'Ukraine et les nations baltiques, ont commencé à pousser pour leur indépendance. Le bloc socialiste était référé à un vieux dinosaure. Cela faisait du sens car il était très éloigné du monde contemporain en technologie, biochimie et en études d'espace. De plus, il y avait beaucoup de corruption qui se passait à l'arrière-scène. À son arrivée, le nouveau chef de l'URSS, Mikhail Gorbatchev, a poussé sa vision de paix et ses idéologies de réforme démocratique. Il lance les politiques de la perestroïka et la glasnost, respectivement en 1985 et 1986, après avoir radicalement réformé le système soviétique qui a permis aux pays d'Europe orientale de se libérer de l'influence soviétique. Il savait que son pays était pauvre et que les habitants soviétiques avaient de la difficulté à se nourrir, alors il a décidé de prendre soin d'eux. C'est pour cela qu'il a laissé aller les pays communistes locaux. Un autre exemple est qu'il a mis une grande priorité à la retraite des troupes soviétiques en Afghanistan, car il trouvait que la guerre était trop chère, pas populaire et presque impossible à succéder. La perestroïka était le nom donné aux réformes économiques et sociales lancées en avril 1985. Cette politique était concentrée sur 3 axes prioritaires: l'accélération de l'économie, la démocratisation et la transparence éthique du gouvernement. Le glasnost était une politique de liberté d'expression, aussi que la publication d'informations qui a commencé après l'événement désastreux de Tchernobyl. C'est le glasnost qui va permettre un nouveau changement qui était impensable auparavant, les grèves. Le glasnost a aussi contribué à la réalisation des identités non russes, mais de la Fédération soviétique qui seront soumis à la russification. Le but principal de Gorbatchev de moderniser les ressources de l'URSS et d'arranger les problèmes entre la corruption et les problèmes financiers du pays avec les politiques de perestroïka et le glasnost n'ont pas réussi, largement à cause de la contrainte des États. L'URSS est donc effondrée en hiver 1991, plus précisément le 25 décembre, quand Gorbatchev a admis le défait.